70, le deuxième était le... Oh non, on a des bons, hein. Oh, il y en a des biens, hein. Comment il s'appelle l'handicapé mental, là? Avec l'entonnoir? Michel Debré. Alors, voilà un petit bon, balèze, hein, tout fripé. Bah, c'est le pinard, ça attaque. En France, le pouvoir est tout à fait relié aux questions d'humour. Il serait intéressant d'ailleurs de voir dans d'autres exemples nationaux si c'est également la même chose, parce que toutes les démocraties n'ont pas une même histoire aussi riche avec l'humour. Et par ailleurs, il y a également beaucoup de régimes non démocratiques, plus autoritaires, où la question de l'humour et de la dérision existe, mais se pose en d'autres termes. Il est vrai que la France a une place tout à fait étonnante sur ce volet-là, depuis déjà la Révolution française certainement, et ça n'a cessé de continuer, avec deux exemples notables, un qui est très connu, qui est Coluche, et qui va nous révéler à quel point l'humour peut parfois être militant, c'est-à-dire que pour recourir à une rhétorique politique, on peut utiliser l'arme de l'humour finalement pour s'exprimer. Mais Coluche n'a pas été le premier humoriste politique entre guillemets en France, puisque Pierre Dac est le premier humoriste candidat à une élection présidentielle, mais dans un style tout à fait différent, puisque lui était plutôt un adepte de la dédramatisation par l'humour, et c'est une candidature qu'il a d'abord très rapidement retirée à la demande même du monde politique. Parce qu'au moins, moi, je veux pas être élu, quoi. J'ai cet avantage. Alors que les autres, ils veulent être élus, et puis on sait bien pourquoi ils veulent l'être, quoi. Alors ça nous intéresse pas des masses. C'est un moment qui est particulier, surtout pour l'humour, je dirais. Il y a eu beaucoup de tournants politiques en France depuis la Seconde Guerre mondiale, et on ne peut pas dire que la candidature de Coluche soit un tournant politique, puisque elle n'a pas abouti, et puis elle a abouti surtout à la victoire de François Mitterrand, qui est là pour le coup un vrai tournant politique. Mais par contre, pour l'humour, c'est sans doute un tournant, parce que c'est peut-être le moment où on va commencer à se dire que l'humour peut être sérieux, et que finalement dans l'humour il n'y a pas que justement cette joyeuse dédramatisation à la Pierre Dac, c'est-à-dire prendre une situation sérieuse et la dégonfler finalement par la grammaire de l'humour, puisque ici il s'agit vraiment de s'emparer d'une casquette de militant et d'utiliser l'humour afin d'exprimer quelque part son message militant. On s'active dans l'ombre de Coluche. Il y a la télévision, c'est formidable. Ouais, c'est ici. Les restaurants du cœur, c'est son idée. Ouais, Chanter pour l'Éthiopie, d'accord. Nourrir ceux qui ont faim à côté de vous, c'est bien aussi. Une photo dédicacée, pas de problème, oui. L'idée est généreuse, sa réalisation toute une aventure. Il y a 2 mois, 30 étudiants de l'école supérieure de commerce de Paris, moyenne d'âge 20 ans, relèvent le défi avec passion. Avec Coluche, on rentre dans une dimension où on peut sérieusement interroger le sérieux du texte humoristique, puisque derrière toutes les blagues qu'on connaît de Coluche, il y a une vraie vision politique qu'on va retrouver dans les Restos du Cœur, par exemple, et on peut très bien écrire une science politique coluchienne, j'allais dire, puisque c'est réellement un militant également dans son humour, et que son œuvre est porteuse d'un vrai message politique. Et donc le tournant, il est sans doute là, cette idée qu'on puisse considérer que quand nous rions, eh bien, nous pouvons dire quelque chose de sérieux. C'est un résultat R, un moment M, donné D. Les résultats, c'est versatile, ça peut changer. Non, c'est définitif, vous avez gagné. Moi élu pour 7 ans? Oui. Moi, avec toutes les conneries d'avant que j'ai faites? Non. Et là, il se trouve que dans mon forfait président, il y a aussi dissolution de l'Assemblée, comme je veux, quand je veux, le client est roi. Alors hop, je dissous. Alors c'est l'exemple trivial des questions d'humour politique en France, puisque beaucoup de mandataires politiques ou d'observateurs politiques estiment que les Guignols ont joué un rôle favorable pour le résultat de l'élection présidentielle de Jacques Chirac. C'est tout à fait impossible à démontrer, donc je
pense, un grand mythe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est tout à fait partagé par les acteurs, c'est-à-dire que autant du côté de certains humoristes que du côté de certains hommes politiques, eh bien, l'impression est que ça a pu jouer un rôle qui est favorable. Alors, les hypothèses explicatives qu'il y a sont assez nombreuses, mais il y en a une qui est assez intéressante, c'est que finalement, un public qui n'a pas l'habitude de regarder les discours de Jacques Chirac ou d'être dans la même famille politique que lui, va en fait découvrir en fait ce personnage par les guignols de l'info. Vous avez un phénomène comparable en ce moment à France Inter, qui est le média radio qui a le plus rajeuni en fait son audience ces dernières années comparé à d'autres médias. C'est tout à fait particulier. Et France Inter explique que ce rajeunissement vient de sa politique en matière d'humoristes, parce qu'il y a énormément d'humoristes dans la matinale, comme vous le savez. Et donc l'idée, ce serait de peut-être rendre accessible la politique à un tout autre public. Donc le fait que le résultat soit peut-être un petit peu taquin, un petit peu cocasse, n'empêche pas qu'il y ait un gain de visibilité en fait pour ces hommes et ces femmes politiques. Et ce gain de visibilité, il est tout à fait appréciable. Et quand il est associé à une émission comme Les Guignols, quelque part, ce qui est gagné en termes de visibilité n'est pas perdu en termes d'offense ou d'indignation par rapport à la morale publique. On parle de vous, et si on se moque de vous, ça c'est fondamental à comprendre, si on se moque de vous, c'est parce que vous êtes impuissant. Là, il y a une dialectique un petit peu entre pouvoir et humour qui est intéressante, et qui fait que quand on est un homme ou une femme politique qui n'est pas moqué par les humoristes, eh bien il y a là un biais qui est intéressant et qui montre qui détient le pouvoir. Est-ce que embrasser, c'est tromper? Oh non. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là? Je sais pas, je vous demande, moi. Ça dépend du contexte, et j'espère bien que non. Ah ouais? Ouais. Et sucer, c'est tromper? Et, pardon? Sucer, c'est tromper? Non plus. Non plus, bravo. La communication politique est vraiment devenue un spectacle dans les années 80-90. C'est surtout l'émission L'heure de vérité, en fait, qui est le premier vrai départ en fait de cela. Vous avez là un public, un décor, une arène, quelque chose où on a l'impression qu'il va y avoir un match entre des chroniqueurs un peu critiques et l'homme politique qui va devoir se défendre. On commence un peu à quelque part avoir une narration spectaculaire en fait de l'action politique. Et pour les mandataires politiques, quelque part, le jeu en vaut la peine, parce que le spectacle est attractif et dans un sens, il peut aussi ne pas être finalement si sérieux. Française, Français, Belge, Belge, extrémiste, extrémiste, mon président français de souche, mon émigré préféré, mesdames et messieurs les jurés, mademoiselle Le Pen, mademoiselle Le Pen, mademoiselle Le Pen, madame Le Pen, public chéri, mon amour. Les questions, vu qu'elles sont traitées sur un aspect où on cherche la petite phrase, où on cherche quelque part la formulation choc, mais quelque part on peut se déplacer de certaines questions politiques beaucoup plus ennuyeuses. Et si on se souvient par exemple des émissions de Frédéric Tadei dans Ce soir ou jamais, par exemple, qui me semble être l'exact inverse de cela, puisque là vous avez vraiment des chercheurs qui débattent très sérieusement, qui font presque des échanges de thèses sur un plateau de télévision. Mais quelque part, dans un contexte comme ce genre d'émission, vous, comme mandataire politique, vous devez répondre à tellement d'arguments difficiles, être tellement juste, être tellement mesuré, tandis que là, vous devez finalement être dans la forme, en fait, peut-être plus que dans le fond. C'est-à-dire que vous devez jouer votre rôle, vous devez pouvoir placer quelques slogans. Jean-Marie Le Pen faisait ça extrêmement bien dans les premières émissions d'humour qui l'ont invité. C'était le tribunal de flagrant délire sur France Inter, un biais très célèbre dans l'histoire entre l'humour et la politique, puisque Pierre Desproges était vraiment tout à fait opposé à ce que cette émission se passe avec Jean-Marie Le Pen, et elle s'est fait néanmoins. Alors, le rire, parlons-en, et parlons-en aujourd'hui, alors que notre invité est Jean-Marie Le Pen.
car la présence de M. Le Pen en ces lieux voués plus souvent à la gaudriole parajudiciaire pose problème. Les questions qui me hantent, avec un H comme dans Halimi, les questions qui me hantent sont celles-ci. Premièrement, peut-on rire de tout? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde? Et pour Jean-Marie Le Pen, c'est très simple, puisque il peut parvenir à marteler quelques slogans dans un format ramassé, rapide, prémâché, en présence peut-être de fast thinkers, comme l'aurait dit Bourdieu, puisqu'on est dans un schéma vraiment où le minutage ne permet pas une réponse approfondie, bien argumentée. Au contraire, elle permet vraiment une forme, un coup de force, qui permet en fait aux politiques d'amener des slogans, des phrases faciles, une attitude un peu qu'on peut qualifier de binaire. Il est drôle, il est sympathique, il a l'air de bouder, etc. Et donc clairement, ces émissions sont tout à fait simples d'accès en fait pour les femmes et les hommes politiques. Et il n'est pas étonnant qu'ils les aient acceptés sans souci. On m'avait posé la question de savoir si tout remontait à Matignon. Et en fait, non, tout remonte pas. Juste les emmerdes. Quand ça va bien, en général, ça remonte pas ici. C'était une façon peut-être drôle de dire quelque chose de sérieux. Et je trouve que finalement, c'est une bonne façon de faire. Ce sont des petites phrases qui font sourire. Déjà, le fait qu'il y ait même un prix de l'humour politique montre un peu comment ça s'est un peu institutionnalisé. Et quelque part, voilà, vous êtes dans des moments courts, vous faites une petite blague qui détend. Et parce que voilà, c'est l'humour, j'en parlais, a une utilisation militante chez Coluche, mais dans beaucoup de cas, il a une utilisation dédramatisante. Ça veut dire qu'on prend un sujet sérieux et qu'en fait, grâce à l'arme de l'humour, à la grammaire de l'humour, on arrive à le dégonfler et à en faire quelque chose de beaucoup plus sympathique. Je viens, il pleut. Je perpétue donc là aussi une tradition. Et tout à l'heure, un membre, je ne dirais pas lequel, de la famille royale m'a dit qu'il y avait une formule de Lyoté, je demanderai à la vérifier, selon laquelle gouverner, c'était pleuvoir. Très clairement, on est dans ce registre-là de communication politique et ça s'inscrit dans ce qu'on peut appeler l'infotainment, pour reprendre le terme académique qui convient, qui existe depuis les années 90 en France, en Europe occidentale, mais bien avant au niveau du monde anglo-saxon. Mais clairement, c'est une phrase qui permet quelque part d'être populaire, parce que l'humour rassemble, et quand vous riez avec quelqu'un, vous entretenez une relation sociale avec lui qui est plaisante, et le fait de rire ensemble de quelque chose, ça vous met dans un même groupe, alors que justement vous n'allez peut-être pas rire avec Marine Le Pen. Je serais étonné que Marine Le Pen ait un jour un prix du groupe politique. Là, ce serait plutôt un vrai tournant, là, pour le coup, parce que généralement, on ne rit pas avec les ennemis de la démocratie, pour reprendre une terminologie qui date plus du deuxième tour de Jean-Marie Le Pen et qui est de plus en plus en questionnement pour l'avenir politique en France. Mais le fait de rire avec quelqu'un, clairement, ça crée une relation de fraternité quelque part avec lui, et vous le considérez comme faisant partie du même groupe que vous, et donc ça indique clairement une relation de confiance, ou même si vous êtes le journaliste et l'autre personne est l'homme ou la femme politique, bien finalement vous êtes d'accord de faire partie de la même société qui est la France, et qui est une démocratie dans laquelle chacun tient son rôle. Oui, alors je vais vous regarder mon t-shirt. Rien à voir avec vous. C'est l'année de naissance de ma nièce. Elle a 21 ans aujourd'hui. Alors c'est dommage parce que c'était mon t-shirt préféré. J'ai fait imprimer ce truc-là. Ça part pas au lavage. C'est indélébile. Enfin bon, ça reviendra peut-être à la mode. Bon, merci Charline. Et le loge. skate, attendez, alors c'est pour Alain Juppé. Tenez, Alain Juppé. Non, vous savez, juste une petite précision. Hein. 1995, c'est l'âge de ma fille. La date de naissance de ma fille. Elle est vieille. Il y avait un truc. Le cas d'Alain Juppé est tout à fait
intéressant parce que finalement, pendant le début de la campagne présidentielle, il était annoncé comme favori et beaucoup de critiques, notamment dans des billets d'humour, ont moqué un petit peu son âge quand même assez avancé. Et justement, en fait, dans cette section, il essaye quelque part d'apparaître jeune et de faire une petite blague branchée. On voit d'ailleurs, si on est attentif à la section, c'est qu'il ne fait pas cette blague tout de suite. D'abord, il ne dit rien, il hésite et puis il essaye de placer ce trait-là. Et là, catastrophe, il y a ce lapsus qui rappelle en plus son âge. Et là, il devient justement l'exclu de cette interaction humoristique, puisque c'est très intéressant en fait à revoir, puisque vous voyez que le journaliste Charline Vanhoenacker elle-même, je pense, et le public rit, mais de lui en fait. Il ne rit pas avec lui, il rit de lui, et même son propre camp quelque part n'a pas pu résister tellement l'interaction était forte. Et là-dessus, on a vraiment tout l'inverse de ce qu'on a expliqué sur le rire rassembleur. On a vraiment ce rire gêné, ce rire où on sent que les autres se moquent de nous, ce rire qui justement va beaucoup plus dans la moquerie, va beaucoup plus dans ce que Bergson disait dans son ouvrage majeur sur le rire comme une forme de punition sociale, terme extrêmement fort et qui montre comment est-ce que le rire pris sous cet angle-là devient beaucoup moins sympathique en fait tout d'un coup, puisqu'il est destiné à sanctionner en fait un comportement déviant. Et là, le rire rassembleur quelque part, mais ça prend une forme d'un groupe qui se rassemble pour rire aux dépens de quelqu'un qui est justement hors du groupe, et où là, contrairement à l'extrait avec Édouard Philippe où il y avait vraiment un rire avec, eh bien là le rire se transforme en un rire contre, et c'est un rire qui exclut quelque part à ce moment-là et qui envoie ce message finalement à Alain Juppé, qui est un peu ce message de has-been, ce message où il n'est plus finalement dans cette situation de briguer un mandat présidentiel parce qu'il est dépassé. Et évidemment c'est facile d'interpréter cela quand on connaît la fin de l'histoire, mais cette interaction humoristique elle révèle cela, et elle montre un visage du rire qui est encore différent, puisqu'on a parlé d'un rire militant, d'un rire de dédramatisation, d'un rire de rassemblement, et ici on a vraiment un rire moqueur et un rire d'exclusion quelque part. Un mot, François Fillon, un mot de commentaire? Non, moi j'ai beaucoup de respect pour Charline, je la trouve très drôle. Si j'avais envie de l'écouter, j'irais dans un de ses spectacles. Je suis pas totalement convaincu que ce soit parfaitement approprié de conclure une émission politique où on parle de sujets qui sont quand même des sujets qui sont tous très difficiles. D'ailleurs, elle l'a souligné elle-même de cette manière, mais c'est juste ma vision des choses. Alors, ce qu'il faut faire, c'est être soi-même. Et la séquence, je pense, la plus marquante de ces dernières années dans l'histoire de l'humour politique, c'est la séquence de François Fillon. On est alors ici en octobre 2016 de mémoire. Et François Fillon est challenger dans la course aux primaires des Républicains. Et François Fillon va refuser l'humour dans une séquence tout à fait majeure de cette même émission, de l'émission politique de Léa Salamé et David Péchalès. Là, François Fillon va finalement, par le refus de l'humour, imposer sa ligne. Il va peser sur le plateau, puisqu'il va à la fois critiquer les médias et l'humoriste qui était présent. Et beaucoup d'ailleurs de commentateurs ont directement sorti cela dans les journaux des jours qui ont suivi, en expliquant que Charline Vanhoenacker avait fait démarrer la dynamique Fillon par rapport à cela. C'est comme pour Jacques Chirac, c'est impossible à démontrer. Ça ne veut pas dire que c'est faux ou que c'est vrai, mais c'est juste que pour vraiment en être sûr, il faut qu'il y ait une causalité qui puisse être observable, et c'est très peu probable que ça soit aussi peu unique comme causalité. C'est vraiment multifactoriel. Mais donc non, clairement pas. Il n'y a pas à forcément accepter ce jeu-là. Si on se positionne du point de vue de l'homme ou de la femme politique, je pense qu'il y a à être honnête, à être en adéquation quelque part dans ce qu'on est. Et pour revenir à l'exemple avec Alain Juppé, finalement ce soir-là, s'il n'avait peut-être pas cherché à faire absolument quelque chose de spectaculaire dans cela, et qu'il était juste resté un peu plus lui-même, eh bien, peut-être qu'il aurait eu un meilleur retour là-dessus. Et donc, on peut dire finalement, c'est très intéressant de comparer ces deux séquences en fait de fin d'interview, puisque ils étaient tous les deux en lice pour les primaires Les Républicains, ils étaient pour le même parti, dans le cadre de la même élection présidentielle, dans la même émission, et
on a le sentiment que Alain Juppé a un peu forcé son rôle en quittant finalement qui il était vraiment. Cette blague, sans doute qu'il ne la sentait pas vraiment, c'est pour ça qu'il y a eu ce lapsus. Alors que du côté de François Fillon, il est resté tout à fait dans sa ligne authentique, et ça ne lui a vraiment pas empêché de faire un très bon score au premier tour des présidentielles. Il est passé quand même de peu à côté de qualification au second tour, malgré tous les scandales qui sont apparus autour de sa candidature.